Alors, après la cuisine, nous allons essayer de restaurer nos âmes. Hein, et on parle de restauration de l'âme avec la lecture. La lecture, c'est vraiment tout ce qui vous élève et tout ce qui vous permet de rencontrer des émotions assez fortes. Et aujourd'hui, je suis très honorée de rencontrer Madame Regina Yehou. Alors, je lui disais, mon Dieu, on a pleuré, hein, avec les Marie, les écueils de la vie. Elle me dit, oh, les gens continuent de pleurer. Et vous êtes née à Dabou, passionnée de lecture, c'est vraiment, ça a démarré avec l'adolescence. Mais est-ce que c'est le père ou la mère qui vous a mis comme ça dedans très très jeune, quand vous étiez à l'école, on vous poussait à lire, à écrire? Non, disons que c'est ma tante, la petite sœur de ma mère, elle est décédée maintenant, qui s'appelle Charlotte, qui était une femme qui aimait beaucoup lire. Okay. Elle lisait énormément, surtout des magazines, mais je sais pas, mais je crois que c'est d'elle que j'ai pris cette passion de la lecture. Parce que quand elle n'était pas là, je volais ces magazines entre guillemets, et puis je me cachais, je lisais. Je crois que c'est comme ça. Mais avant, mon amour pour la lecture s'était manifesté. J'étais tout petite. À quel âge comme ça environ? Peut-être 7-8 ans. Wow. Oui. Parce que bon, nous apprenait à lire avant d'aller à l'école. À l'époque, tout le monde allait à l'école à 6 ans. Mais déjà, quand on était à 5 ans au jardin d'enfants, j'ai eu la chance de fréquenter le jardin d'enfants. Pour quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, à l'époque, c'était vraiment un luxe. Voilà. Donc, on nous apprenait à lire et j'avais tous les problèmes du monde à distinguer les lettres les unes des autres. Je confondais le D et le Q, par exemple. Je disais que quand vous regardez en lettres d'imprimerie, c'est le même dessin, sauf que c'est renversé. Voilà. Et moi, je voyais ça comme ça. Et ça a été dur. Et puis, quand j'ai découvert que je pouvais lire, je lisais n'importe quoi. Même un petit morceau de papier sur la route. Et ma tante m'envoyait chercher ses magazines dans une librairie. Quand je partais, j'avais découvert un livre pour enfants qui s'appelle Pinocchio. Oui. Et quand j'arrivais dans le magasin, j'allais et je me mettais là, je lisais quelques pages et je prenais les magazines. Un jour, je suis venue, le libraire m'a dit, prenez le livre. Je lui dis non, je ne peux pas parce que Tanti va me frapper, elle va dire que j'ai volé. Il dit non, non, je lui dirai que c'est moi qui vous ai donné. Et c'est comme ça, à partir de Pinocchio, c'est parti. L'histoire de cette... Bon, Pinocchio, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va juste rappeler. Un enfant qui, enfin, c'était une marionnette que monsieur avait faite et qui avait la particularité d'avoir le nez qui poussait quand il montait. Ouais. Voilà. Et c'est une histoire qui m'a passionnée. Et puis après, tout le monde m'insultait Pinocchio en disant que mon nez était pointu, comme le sien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire. Et en 76, vous avez même été lauréate. Oui, j'étais au lycée technique. Pendant les vacances de la seconde, je m'ennuyais un matin et puis je me suis dit, attends, je vais m'asseoir pour écrire quelque chose. Et j'ai écrit La Citadine. Je ne savais pas que je poussais le bouton de mon destin comme ça. Et quand j'étais en classe de première, toujours au lycée technique, j'ai vu dans la presse que les NEA, Nouvelles Éditions Africaines à l'époque, lançaient un concours pour des jeunes talents. Et puis j'ai présenté ma nouvelle. Je craignais même de ne pas pouvoir y arriver. Donc, au dernier moment, je ne voulais pas. Et j'ai une de mes sœurs, Marie-Laure, celle qui vient juste après moi, de ma fratrie, qui est allée déposer le manuscrit. Et puis un soir, peut-être un an après, on était rentré d'une boum, on était allé fêter le bac de quelqu'un. La boum, c'est les fêtes, les soirées de l'époque. Les soirées de l'époque. Et mon père me dit, tu as passé un concours? Je dis non. Il dit, mais à la radio, toute la nuit, on t'a demandé. Donc, rends-toi quelque part où tu as déposé un papier. Et puis, j'ai dit à ma soeur, tu es sûre que c'est moi, avec tous ces gens-là? Puis, je suis allée vraiment sur la pointe des pieds. À l'époque, j'avais 22 ans. Je venais de faire un régime, j'étais assez frêle d'ailleurs. Je suis arrivée sur la pointe des pieds. Je viens pour le résultat du concours. On dit, vous êtes Regina? Je dis oui. Et puis, c'était Biton Koulibaly qui était le responsable. Il a appelé les gens, il dit, on l'a trouvé enfin. Et tout est parti comme ça. Et en 1982, le best-seller. Oui, Les Marie, les écueils de la vie, dont le succès ne se dément toujours pas, à ma grande surprise. Pourquoi? Je ne sais pas, mais des générations... Un jour, j'ai rencontré quelqu'un à la télé qui avait le livre. Et puis, je lui ai demandé... Je dis, bon, ça, c'est la deuxième couverture. Il y en a qui ont une couverture jaune et rouge. Je n'ai pas reconnu cette couverture. Voilà, ça, c'est la nouvelle édition. Ça a été fait en Côte d'Ivoire. L'autre était faite en France par Edicef. Mon Dieu. Alors, c'est parti d'où cette histoire? Ben, de ma tête. Non, mais c'est pas possible. Mais si, mais si. Personne, il n'a jamais existé de Le Marie. C'est parti de ma tête et puis de petites expériences à gauche, à droite de gens que je voyais. Puis j'ai créé mon personnage. Mais c'est un personnage qui est le nom déjà, parce que le nom est très simple. Le nom est dégustable en fait. Ah, merci. Mais Le Marie, bon, Le Zou, c'est un nom de chez moi. Et puis, bon, beaucoup de gens dans ma région s'appellent Marie. Okay. Et bon, c'est comme ça que j'ai choisi de l'appeler Le Marie.
Alors, je fais une pause, je dis, ah, parce que vraiment, ça me replonge. Je vous donne un peu le résumé. À l'âge de 14 ans, Zoumari quitte son village pour aller continuer ses études à Abidjan. Et sa mère meurt. Son père, qui la soutenait financièrement, se détourne d'elle. Son fiancé la trahit alors qu'elle est enceinte. Elle lutte donc pour élever correctement son fils, mais le malheur semble s'acharner sur elle. Révoltée, elle décide de prendre sa revanche sur la vie, mais le sort ne lui accordera aucun répit jusqu'à ce que, poussée dans ses derniers retranchements, elle pose un acte désespéré qui la sauvera du péril. Ne me demandez pas l'acte désespéré qu'elle pose. Lisez simplement cette œuvre qui est une œuvre atemporelle, qui ne finit pas de donner... Enfin, vous la lisez, vous lisez cette œuvre, vous la relisez, vous découvrez toujours de nouvelles émotions. C'est incroyable. Merci. Vous avez fait exprès, en fait. Non, parce que bon, j'étais quand même jeune. Je l'ai écrit. À quel âge je l'avais écrit? Je l'ai écrit, je devais avoir... justement, c'est juste après mon prix, là. Je devais avoir 21, 22 ans, oui. Wow. Quand je l'ai écrit. Et puis, je l'ai gardé parce que je l'avais donné à lire à quelqu'un qui m'avait découragée. Et je crois que c'est 2 ou 3 ans après que quelqu'un d'autre me l'a demandé. Et puis, j'ai donné ça. Tout de suite été accepté. Et ça demeure à ce jour mon plus grand succès, le Zoumari. Et puis, on a eu la révolte d'Afiba. Oui. Après, il y a eu la révolte d'Afiba. Toujours les femmes au cœur de vos œuvres. Oui, absolument. Je me dis qu'en tant que femme, il m'est plus facile d'imaginer ce que ressent une autre femme. Mais j'ai écrit Il y a eu un cas qui a beaucoup de succès où le personnage principal est un homme, mais personne n'en parle jamais. Non, c'est voilà, curieux. Donc, la révolte d'Afiba, j'avais pensé au problème des veuves et je tiens à dire aux gens que je n'avais jamais vu la pièce d'Amon Dabi, comment ça s'appelle? Je ne sais plus très bien, dont on me dit que j'ai pris j'ai copié ça a été un débat à un moment donné. Oui. Mais c'est faux. Parce que c'était une nouvelle que j'avais écrite, La révolte d'Afiba, après avoir eu mon BTS, pendant que je faisais mon stage d'admission. Quand je n'avais rien à faire, j'écrivais un peu. Donc, j'ai écrit La révolte d'Afiba. C'était une nouvelle. Et puis, je suis partie brusquement de l'endroit où je travaillais, où je faisais mon stage. Et j'ai oublié dans le tiroir le manuscrit. C'était un week-end. Quand je suis retournée lundi, on me dit qu'on a jeté tous les papiers qui étaient là-bas dans le bureau. Donc, je me suis assise et j'ai réécrit de mémoire. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, pourquoi ne pas en faire un roman? Voilà comment La révolte d'Afiba est née. C'est parti d'une histoire vraie? Non. Enfin, ce que je fais, j'utilise toujours des thèmes qui existent dans la réalité. Mais tous mes personnages et toutes les situations sont fictives. Alors, lorsque Kofi quitte Afiba pour vivre sa vie, elle ne peut compter sur l'aide de ses beaux-parents. Mais quelques années plus tard, quand il meurt, sa famille surgit pour récupérer l'héritage et jeter la veuve et les enfants à la rue. Selon la coutume, Afiba, qui ne l'entend pas de cette oreille, se révolte. Et je vous assure que ces quelques lignes-là, mon Dieu, décrivent... enfin, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 lignes de résumé. Mais mon Dieu, plongez-vous dans cette histoire et vous allez voir un peu les tares de notre chère et tendre Afrique. Et là, ce livre a beaucoup marqué. Oui, ce livre a beaucoup marqué. Surtout les femmes. Et ça m'a fait connaître à l'international parce que j'ai été sélectionnée à partir de ce livre pour participer au salon du livre féministe en 1988 au Canada, où j'ai été vraiment accueillie en grande pompe et tout. Je n'en revenais pas. Je n'en reviens toujours pas d'ailleurs. Chaque fois que je vais, par exemple, dans une université américaine, j'ai passé 2 ans d'abord et puis après 4 ans aux États-Unis, quand on m'invite pour une conférence, tous les gens qui courent, quand ils me voient, je vous jure que je suis... Les livres sont traduits? Non. Pas encore? Non, pas encore. Mais les gens lisent en français, surtout ce sont souvent des conférences de profs de français. Alors ce sont des gens qui m'ont lu, qui rêvaient de me rencontrer. Donc quand ils me voient, ils courent vers moi, ils viennent avec les livres pour faire des photos. Je vous assure que je suis presque... je suis à chaque fois étonnée. J'ai dit, mais attends, ils me connaissent et ils m'apprécient et tout. Alors c'est quoi votre secret pour avoir toujours la plume qui se relie au prix? Je me dis que c'est la grâce de Dieu, parce que je ne fais aucun effort particulier. On dit, oui, toi, tu es toujours en train d'écrire. Je dis, oui, mais si ça vient, il faut que je mette sur papier. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Alors, il y a eu donc la révolte d'Afiba,
Il y a eu Ewianka, hein, dont vous parlez tout à l'heure, en 1988, le prix de la révolte qu'on a ici. Oui, c'est la suite de la révolte d'Afiba, Voilà. c'est le tome 2. Mais ça, je l'ai écrit à la demande de mes lecteurs. Ils disaient que j'avais fini la révolte d'Afiba un peu en queue de bizarre. poisson et qu'il fallait que je finisse l'histoire. Alors j'ai écrit le tome 2, qui est le prix de la révolte. Et là, on voit une dame qui sourit, alors que dans la révolte d'Afiba, on était Oui, loin elle du pleure. sourire. Oh, pardon, on était loin du sourire. Hein. Voilà. Là, parce que elle remporte la victoire. Je ne vous dis pas comment, mais bon. Mais là, est-ce que ça ressemble à nos réalités africaines? Oui, ça ressemble à une réalité africaine parce que, bon, vous allez me contraindre à dire ce qu'il y a dedans, parce qu'elle partage les biens avec ses beaux-parents. Elle ne les laisse pas complètement démunis. Et ça arrive, ça, sur nos cieux? Oui, ça arrive. Ah, Ça arrive. c'est rare, hein? Oui, c'est rare, mais ça arrive. Ça arrive. Mais de plus en plus, c'est comme ça. De plus en plus, on ne jette plus la veuve à la rue. Ça commence à disparaître un peu. Je crois que c'est parce que les générations se renouvellent. Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est pas les mêmes pensées et tout. On a aussi l'indésirable. L'indésirable qui est un livre Toujours sur la le femme. viol. Oui. Et c'est un livre sur le viol. Et c'est très important d'écrire sur ce genre de problème. C'est une femme qui se fait violer et à partir de là, elle n'est plus très bien dans sa tête. Elle a des comportements contradictoires. Enfin, voilà. Traumatisée, quoi. Oui, mais où réside où réside le petit secret qui fait le succès de l'indésirable? C'est que la personne qui l'a violée n'est pas un inconnu pour elle. Oh my God. Ne dites rien. Je dis plus rien. Ils vont lire le livre. Et nous avons la saga de l'infortune, le glas de l'infortune. Bon, le glas de l'infortune, j'ai basé cette histoire sur la thématique de l'échange de personnes ou de dons de personnes en garantie de prêt. Ça, c'était dans l'ancien temps que ça se faisait. L'histoire se situe dans les années 1700 quelque chose, 1800. Et on a donné une petite fille en garantie d'un prêt. Et puis, il y a toute une bataille qui se livre autour de cette histoire pour la sortir de la condition pratiquement d'esclave, puisqu'elle est chez le chef qui a prêté de l'argent à son père. Elle est là-bas, elle fait tous les travaux, surtout la vaisselle, et elle attend qu'on vienne payer pour la délivrer. Va-t-on la délivrer, ne va-t-on pas la délivrer? Voilà quoi. Affaire à suivre, lisez, le glas de l'infortune. Alors, aujourd'hui, avant, on continue à parler de vos œuvres. Et puis, si vous venez à peine de vous réveiller, bonjour. Nous sommes avec Regina Yaou, rappelez-vous, les Oumaris ou les écueils de la vie, la révolte d'Afiba. On avait toute la larme à l'œil, hein, toutes et tous, hein, la larme à l'œil. Et ça continue aujourd'hui, vu la profondeur des textes et la réalité. Vous n'existez, c'est-à-dire votre environnement présent n'existe plus. Vous êtes plongé dans le monde qu'elle a créé. Et puis, voilà, c'est avec douleur que vous refermez même la dernière page. Je me dis, mais il n'y a pas de suite. Pourquoi c'est fini? Et elle est là ce matin sur notre plateau. Les gens demandent toujours une suite. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, mais imaginez au moins. Non, on ne peut pas imaginer. On aime bien les contes à l'eau de rose où ça finit toujours par voilà, la victoire de l'infortuné et tout. Et donc, quand on voit un livre où... en général, mes livres ne se terminent pas bien. De façon brutale. Mes livres se terminent c'est quoi, toujours une de façon stratégie? triste. Pas une stratégie, mais je crois que c'est comme ça que je ressens mes histoires. Parce que moi, ce qui est gai, ça ne me marque pas. Ah bon, c'est ce qui est triste. Oui. Il n'y a que les histoires poignantes qui me marquent et voilà quoi. Et donc, nous, on subit ça, on pleure. Il faut mais, dire mais j'ai écrit j'ai écrit 10 livres dans les collections à l'eau de rose, ouais. 5 au NEI et 5 chez Pussy. Mais les gens, il y en a qui savent que c'est moi. Oui. Mais ce n'est pas ce qui les retient. Hein. Si. Mais ce sont mes récits tristes qui les intéressent. Peut-être que la tristesse est peut-être plus proche de certaines de nos réalités africaines. Mais oui, parce que, bon, vivre dans le monde dans lequel on vit, dans les romans sentimentaux... Ça n'existe pratiquement pas. Oui, toujours en 2 avions, dans des voitures de luxe. Ouais. Et l'histoire qui se termine toujours par le mariage, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, non. Alors, histoire si étrange. Oui, c'est un recueil de nouvelles.
Mais c'est quand même assez différent. Oui, c'est différent. La coloration est différente. C'est différent parce que ce sont des histoires qu'on m'a racontées pendant des années, dont différentes personnes. Je n'avais pas l'intention d'en faire un livre, jusqu'à ce que je vois un livre de Pierre Bellemare. Oh, Pierre Bellemare qui est versé carrément dans les histoires étranges. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne mets pas en livre toutes ces histoires? Ça donne froid dans le dos, hein, ce qu'on lit. Et puis, bon, voilà, j'ai fait ce premier volume. Ça marchait. Il y a un autre éditeur qui m'a dit, ah bon, tu as fait ça chez mon concurrent, il faut que tu m'en fasses aussi un. Donc, j'ai fait un deuxième du même genre qui s'appelle Les souris de Symmachus, où il y a des histoires vraiment incroyables, mais qui sont absolument vraies. Il y en a dont je suis moi-même le protagoniste. Exemple. Donc, je sais que beaucoup de ces histoires sont absolument vraies. Exemple, une histoire qui est vraie. Ici, il y a une histoire qui s'appelle Le kangourou. Bon, une jeune femme qui doit se marier et puis par accident, comme on dit, elle est tombée enceinte avant. Donc, elle préparait le mariage. Un jour, elle a mis son bébé dans un kangourou. Un kangourou avec de larges courroies bien attachées. Et puis, elle allait chez son fiancé. En prenant l'escalier, ça se coupe. Le bébé tombe dans le coma. On l'amène à l'hôpital. Le bébé meurt. Et le fiancé dit, je suis désolé, mais je ne peux pas t'épouser. Wow. Voilà. Mais ça, j'ai connu la personne. On me l'a montré, on m'a raconté son histoire. Oh my God, c'est triste. Donc voilà, par exemple, une histoire qui est absolument vraie. Et puis, il y a une autre qui s'appelle Atlanta Sala, qui se passe dans la région de Grand Laou. Un soir, bon, il y a eu des funérailles dans le village. Et puis, un jeune homme sort pour aller satisfaire ses besoins naturels, vous savez, dans le temps. Dans le village, c'est 1800 quelque chose ou 1900 quelque chose. Wow. Et il sort pour aller faire ses besoins naturels. Et puis, il voit quelqu'un qui est assis dans la cour, la tête couverte. Et lui demande en avis calme, ah, tu entends ça là, qui es-tu, toi qui es assis là? La personne ne répond pas. Il a dit, ah, tu entends ça là, jusqu'à... Mais personne n'a vu, mais d'après ce qu'il disait, on en a conclu qu'il y avait quelqu'un dans la cour qui était... Toute la journée, il a répété cette phrase jusqu'au soir, il était mort. Oh my God. C'est mon père qui nous a raconté l'histoire. Il prenait pour nous effrayer quelquefois. Il nous disait à la tombée de la nuit, va chercher quelque chose dans la maison. Et puis pendant qu'on était là-bas, il disait, ah, tu entends ça là? C'était la demandade totale dans la maison. Donc cette histoire m'a marqué. C'est une histoire vraie comme ça? Oui, ça. c'est une histoire vraie. Cette histoire m'a marqué et j'ai voulu mettre ça dans ce recueil. Et là, vous sortez carrément de ce que vous faisiez avant. Oui, où j'inventais. Parce que mes recueils de nouvelles, là, Histoire si étrange et Les souris de Symmachus, ça, c'est un autre genre où je raconte des histoires qui sont vraies. En tout cas, dont la plus... Mais qui paraissent invraisemblables. Voilà. C'est pour ça que j'ai intitulé ça Histoire si étrange. Et l'autre, Les souris de Symmachus. Pourquoi les souris de Symmachus? Les souris de Symmachus, parce que ma soeur habitait une maison où à la terrasse, il n'y avait pas de plafond. Il y avait une grande poutre qui traversait. Et les souris s'alignaient chaque nuit sur les... Et quand elle était en train de prier, ça bougeait dans tous les sens. Les souris allaient d'un pan à l'autre du mur, de la poutre. Et puis un jour, elle a dit, je vous envoie le feu. Toutes les souris sont tombées. Elles se sont éparpillées. Elles sont tombées comme une grappe de raisin, en groupe. Elles se sont éparpillées et plus jamais il n'y a eu de souris dans cette maison. Ça m'a tellement marqué. En fait, ce sont les souris de Koumassi. Mais je trouvais que, Mon Dieu. je trouvais que ce serait mieux pour l'oreille si je faisais Symmachus. Symmachus. Oh, voilà. On n'aurait jamais imaginé. Voilà que c'était Koumassi, quoi. Voilà. Donc, les souris de Symmachus. Bon, maintenant, je suis en train de préparer un 3e volume. Parce que les gens, style? Oui, du même genre. Parce que les gens me racontent beaucoup d'autres histoires encore. J'ai un ami qui m'appelait un jour, il me dit, tu sais ce qui s'est passé chez moi hier nuit? Je dis non. Il dit, j'ai trouvé une fille sur mon toit. Je dis, et puis quoi? Elle est peut-être montée sur la dalle. Il dit, mais chez moi, il n'y a pas de dalle. C'est un toit pointu en aluminium. Je dis, mais comment ça se fait? Il me dit, comment tu expliques ça? Je dis, ah, peut-être que c'est une apprentie sorcière. Elle n'a pas pu se transformer à la maison. Et puis, en route, elle est tombée sur ton toit. Elle a donné un numéro de téléphone. Le monsieur et sa femme l'ont appelé. La première fois, elle a répondu. Après, plus jamais. Ils n'ont eu de ses nouvelles. Donc, elle a réussi à descendre? Oui, ils l'ont aidé à descendre. Mais comment quelqu'un peut se trouver sur un toit qui n'est même pas une dalle? Il dit, elle était en jean. Je dis, mais c'est une sorcière. Elle n'a pas pu arriver à la maison avant d'être transformée. Par exemple, si c'était transformée en oiseau, le temps d'arriver là où elle habite, elle n'a pas pu. Donc, elle s'est retrouvée
à être transformée. Ce qui fait que vous-même, vous croyez à ce genre de choses? Absolument, j'y crois, parce qu'il m'est arrivé certaines choses que je ne vais pas expliquer sur le plateau ici, parce que c'est trop long, mais qui me poussent à croire que ça existe réellement. Parce que si j'étais allée voir les gens pour leur dire, écoutez, j'écris un livre du genre, dites-moi des histoires que je vais mettre dedans, j'allais dire que les gens ont inventé. Mais là, ce sont des choses qu'on m'a racontées spontanément. J'ai une amie dont la nièce est morte, ils l'ont enterrée quelque part dans un village, et un soir, cette fille appelle à la maison. Oh, Elle leur dit, pourquoi vous m'avez laissé là-bas? Tout le monde était ébahi. Elle dit, pourquoi vous m'avez laissé là-bas pour venir? Tu es morte, on t'a enterrée là où on pouvait. Ils ont essayé de lui expliquer, elle a appelé encore une fois, et puis plus jamais elle n'a appelé, mais elle l'a fait. Vers 23 heures, elle a appelé, et elle a dit son nom. Et les gens ont reconnu sa voix. Quand ça ne vous arrive pas, vous dites, oh, ça c'est impossible. Mais quand ça vous arrive, vous savez que c'est vrai. Et donc, c'est ce genre de nouvelles que vous mettez dans... Vous avez mis premièrement dans Histoire si étrange, ensuite après dans les souris de Sivakous, en réalité les souris de Koumassi, et puis après le troisième, on n'a pas encore le titre. Oui, mais je crois que ça sera Histoire encore plus étrange. Vraiment. C'est ce que j'ai comme titre en tête, mais bon. Je peux changer après. Et vous pensez que c'est seulement l'apanage de l'Afrique, ce genre d'histoire? Non, justement. Parce que Pierre Bellemare aussi... Oui, ce que Pierre Bellemare a raconté, ce sont des choses qui se passent partout. Partout dans le monde. Les Africains croient que, par exemple, la sorcellerie, c'est typiquement africain. C'est faux. C'est faux. Par exemple, moi, je fais mes études à l'université de Tours, en France, et il y a une région là-bas qui s'appelle le Bocage, qui est réputée pour sa sorcellerie. Oh mon Dieu. Oui. Avec les gens qui lancent des sorts aux vaches de leurs voisins, ils font que les vaches meurent. Donc le gars n'a plus de lait à vendre, il n'a plus rien. Il crève de faim. Oui, mais tant qu'il y a le diable, tant qu'il y a la méchanceté, tant qu'il y a la haine, ce qui est purement humain, il y a forcément ce genre de choses. Ce monde est pourri sans Dieu, on est foutu là. Et donc, on revient à nos bonnes nouvelles. Voilà. Alors, de l'autre côté... Il y a ces livres et il y a ces prix. On parle des prix avant les livres ou comme vous sentez? Bon, on va parler de ce livre. De ce livre, je peux à l'occasion duquel j'ai été honorée. Voilà. Opération Fournaise. Fournaise. Encore une femme, hein, au cœur. En fait, je vais parler d'abord de celui-ci. Voilà. Dans l'Antre du Loup, qui est mon premier thriller dans le style purement américain. Un jeune homme, les gens qui aiment aller se chercher. Non, une demande? Non. C'était vous-même qui avez décidé de... Moi-même. Parce que j'aime beaucoup les thrillers. Quand je suis aux États-Unis, je ne fais que lire cela. Pourquoi? Je sais pas, c'est... On n'a pas idée, enfin, on se dit que ça pourrait pas vous intéresser. C'est à la fois policier, suspense. Vous voyez, c'est un mélange. J'aime pas les romans purement policiers. Et puis bon, un roman purement suspense non plus. Mais ça, le thriller, c'est un mélange de tout ça. Ouais. Voilà. Et je lis beaucoup. Donc, j'ai eu envie d'écrire quelque chose du genre. Et j'ai écrit dans l'Antre du Loup les histoires d'aller se chercher à l'étranger, là. Le jeune homme allait se chercher et il est tombé dans les mains d'une mafia. La suite, c'est tout de suite après la pub. À tout à l'heure.